Alors bonjour à toutes et à tous et très heureux de lancer cette troisième édition d'Agrostrophe organisée par la coopération agricole en partenariat avec le CIRPA, le syndicat des communicants agricoles. On espère que ce troisième Agrostrophe va finir par faire des émules et que le salon de l'agriculture va lancer une librairie agricole parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages en relation avec l'agriculture, la ruralité, l'alimentation qui sont des thématiques bien sûr du salon. Le thème de cette Agrostrophe, troisième édition, donc du nom, après une première édition ici même au salon l'année dernière, c'est agriculture et société, et si c'était une question de langage. Les Français, en effet, aiment leurs agriculteurs, mais beaucoup moins son agriculture ou ses agricultures. Subsiste néanmoins un corpus d'incompréhension matinée de fantasmes dominé par le « c'était mieux avant ». À travers vos œuvres, un roman et 2 essais, nous vous proposons donc d'explorer les raisons de ces mauvaises compréhensions entre la société dans sa diversité et ses agricultures. Un sujet qui n'est pas si léger à l'heure où la ruralité est redevenue un enjeu politique majeur depuis, on va dire, peut-être le printemps 2024, l'année dernière. Nous, on a la chance d'avoir l'un des auteurs de cet ouvrage, La défense est dans le pré. Bienvenue, Éric. Merci Marie-Laure. Timothée Dufour va nous rejoindre. Il a été apostrophé sur le salon pour une histoire juridique. Et merci Denis. Donc Timothée est avocat, c'est peut-être pour ça qu'il est très occupé. Éric est journaliste de la presse quotidienne qui suit bien sûr les sujets agricoles. Votre ouvrage est en fait une sorte de best-of. Pardon ? Au Figaro, un journaliste au Figaro et un compte Twitter, Plume des Champs. Très bien. Eh bien, l'avocat des champs et la plume des champs se sont rencontrés pour ce best-of des procès dans lequel Timothée était avocat de la défense et qui opposait justement souvent 2 mondes. Vous dédiez tous les 2 votre livre, je l'ai noté, à vos grands-mères respectives qui vous ont transmis l'amour de la terre, Paulette et France. C'est tout à fait vrai. Ma grand-mère est encore de ce monde et j'irai en Mayenne la semaine prochaine lui remettre le livre. Elle a encore toute sa tête. C'est vrai que le monde rural conserve bien. Très bien, les anciens, c'est important et c'est précieux quand ils sont là. Est-ce qu'on peut repartir sur le livre La défense est dans le pré? Est-ce que tu peux nous le présenter? Pourquoi avoir écrit ce livre? Quel a été le déclic? La genèse, la déclic. Merci, oui. Ouais. En fait, c'est une histoire parisienne. C'est la fin du marché aux oiseaux qui avait été décidé sur l'île de la Cité par la mairie de Paris. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des éleveurs à Paris, et des éleveurs d'oiseaux qui habitent en petite grande couronne et qui étaient aussi maltraités par les mêmes qui veulent la fin des agriculteurs, c'est-à-dire des campagnes sans animaux, mais aussi des villes sans animaux, parce que le marché aux oiseaux, c'est le premier contact souvent des Parisiens avec les animaux. Il y a des passionnés, il y a des éleveurs aussi qui font attention au bien-être animal et qui, quand les animaux n'étaient pas au marché aux oiseaux, ils sont dans des grandes volières, ils en prennent grand soin. Et par dogmatisme, la mairie de Paris a dit non, on met fin, mais sans aucun dialogue en plus, avec le marché aux oiseaux. Et donc, j'ai trouvé que le sujet était intéressant. J'ai rencontré Timothée Dufour. Il m'a emmené dans un dossier très complet, toutes ces histoires du marché aux oiseaux que je ne connaissais pas, et j'ai fait un article. C'était ce premier dossier. En même temps, il avait une autre pochette rouge. C'était l'affaire de Le Coudic, Fabien. Cet agriculteur vache bretonne, pinoire, et il fait mixte, éleveur de vaches, éleveur de cheval, et qui n'a pas pu être installé parce qu'il habitait à côté de gens qui avaient une résidence secondaire et qui ne voulaient pas le bruit, ni l'odeur, ni l'activité agricole. Et pourtant, il respectait les distances d'éloignement de 650 mètres. Et finalement, il a dû faire appel à Timothée. Il a bien fait parce que c'est une affaire qui a été énormément médiatisée. Timothée Dufour en parlerait sûrement mieux que moi, mais on en parle aussi pas mal dans le bouquin. Et elle a été gagnée, cette affaire. Elle a été gagnée, il a gagné jusqu'en cassation. Donc malgré la personnalité connue qui était la voisine, il a gardé, et qui est dans l'édition d'ailleurs, il a gagné jusqu'en cassation, mais malgré cette victoire, après c'est le maire qui a empêché concrètement Fabien Le Coudic de s'installer en ne donnant pas l'accès à l'eau ni l'accès à l'électricité. Donc je crois que maintenant c'est réglé, mais il a laissé beaucoup de plumes, Fabien Le Coudic, puisque son couple s'est séparé, et parce que dans l'histoire ça n'a pas tenu. Ce procès, cette histoire juridique a duré plus de 10 ans. Et malheureusement, les agriculteurs, maintenant, ils sont obligés de se battre, et ça, c'est nouveau, se battre sur le terrain juridique, comme
le font les associations qui les attaquent, quoi. C'est ce qu'il appelle la nouvelle prédation, hein, c'est ça, de la part des ONG ou des nouveaux acteurs qui veulent attaquer, qui ont les moyens de le faire. Qui ont les moyens et qui ont le temps de le faire, qui ont les effectifs pour le faire, parce que bien souvent, vous êtes seul sur votre ferme, vous êtes deux, et d'abord, avant tout, on s'occupe des animaux, on s'occupe des cultures, on s'occupe aussi de la paperasserie. Il y en a de plus en plus, une journée de bureau par semaine. Et donc, les agriculteurs n'ont pas le temps ni la formation. Ils sont déjà formés en comptabilité, en agronomie, en zootechnie. Et donc, maintenant, il faudrait qu'ils rajoutent une casquette juridique de plus en plus pointue. C'est pour ça qu'il y a des avocats comme Timothée qui sont là pour les défendre et pour les défendre bien. Et c'est comme ça que j'ai eu l'occasion de les rencontrer, de le rencontrer et de l'entendre à la barre. C'est des mondes qui ne se parlent pas. En tout cas, vous êtes d'accord avec cette affirmation, enfin, le monde rural et urbain aussi, et puis il y a cette catégorie en plus associative, militante, mais il y a des néo-ruraux qui ne comprennent pas les ruraux. Je dirais, ils se parlent, mais pas assez. Là, on a la chance d'être au Salon international de l'agriculture et c'est un lieu super justement d'échange entre les gens des villes et les gens des campagnes. Et puis maintenant, à travers les réseaux sociaux, il y a aussi dans les villes, dans les villages, il y a de plus en plus des gens qui viennent en vacances, d'autres qui vont travailler. Enfin non, il y a un mixte. Donc ça bouge, mais ça ne se parle pas assez. Il y a encore des cloisonnements, parce que c'est aussi peut-être la société actuelle qui veut qu'on soit tous dans des cases, et que surtout quand on ne peut pas mettre quelqu'un dans une case, il est un peu regardé de travers ou de loin. Donc ça, c'est ça qui est un peu dommage. Et moi aussi, si j'ai écrit ce livre avec Timothée Dufour, c'est justement pour casser ces murs invisibles, alors qu'on a tous besoin des uns des autres, les agriculteurs comme les consommateurs, parce que les consommateurs, sans les agriculteurs, ils ne peuvent pas manger. C'est peut-être un peu bête ce que je dis, mais c'est une réalité, on l'a vu avec le Covid. N'empêche qu'on avait vachement besoin d'eux, tout comme des infirmières. Tout à fait. Et les agriculteurs aussi ont besoin de clients pour vendre leurs produits et vivre bien de leurs produits. Mais c'est un petit peu retombé depuis le Covid. Et c'est vrai qu'il y a une citation, Denis, page 63, que tu avais relevée, qui est très forte. Timothée écrit « Je mesure les efforts à consentir pour cicatriser ces plaies béantes entre deux mondes qui s'ignorent et parfois se haïssent. » Mais il y a quand même aussi un message d'espoir dans le livre. Retrouver tous ensemble, services de l'État, associations, bien évidemment la profession agricole, une co-construction de nos échanges. Vous finissez aussi par ce point positif et cette voie à suivre. On va parler à l'homme qui murmure à l'oreille des ruraux. Bienvenue parmi nous, Timothée. J'espère que vous n'avez pas trop essoufflé. Merci de nous avoir rejoints. On a eu un petit peu peur. Merci de votre présence. Vous êtes donc avocat originaire de Dordogne, une famille d'éleveurs et de maquignons depuis 500 ans, comme Camille. Alors une punition puisque vous êtes arrivé en retard, Timothée. Vous allez devoir nous dire quel est votre mot préféré et détesté en agriculture. Et puis après, on parlera de votre livre. Eric nous a très bien aussi présenté les choses et l'origine de ce livre. Et on va vous écouter très attentivement. Mot préféré, mot détesté. Je pense qu'il y a un mot qui m'insupporte le plus, c'est cette notion d'agro-industrie. Vous savez, tous ces termes qu'on emploie aujourd'hui pour dénigrer des modèles, pour les opposer, alors que je crois que justement l'agriculture est riche dans sa diversité. Vous savez, dans ma propre famille, on est d'une très vieille famille d'éleveurs de bovins. Mon grand-père avait 11 hectares et 17 vaches allaitantes. Et je crois que ce modèle agricole est l'un des modèles agricoles, polyculture élevage, qui a dominé la France dans les années 60, 80, mais ce n'est plus le modèle agricole dominant. Et aujourd'hui, vous avez des nouveaux modèles agricoles qui arrivent, qui sont complémentaires. Et moi, je considère qu'il faut non pas les opposer, mais bien au contraire, encourager cette connexion, cette juxtaposition de modèles, parce qu'ils permettent aussi de maintenir une compétitivité dans l'agriculture qui se doit d'être diversifiée. Donc c'est votre mot détesté, le mot préféré alors, Timothée? Si je parle de mots préférés, je dirais peut-être, je parlerai peut-être dans ce cas-là d'agriculture positive. Vous savez, c'est une expression qu'on emploie beaucoup ces derniers temps, l'agriculture positive. C'est-à-dire comment faire en sorte aujourd'hui pour positiver, rendre une image positive de l'agriculture. Vous savez, à une époque, on avait dans nos familles respectives cette tante, ce cousin, cette grand-mère, ce grand-père qui nous parlait des travaux des champs, qui nous parlait de ce qu'est la campagne. Aujourd'hui, cette connexion avec cette tante, ce cousin se perd parce qu'on n'a plus ces témoins de la ruralité dans nos propres familles. Et je pense que l'agriculture positive, cette communication positive autour de l'agriculture, pallie
ces membres de nos familles qu'on avait. Aujourd'hui, on a aujourd'hui des communicants qui viennent rappeler aux Français et aux Françaises ce qu'est une agriculture, et finalement, ils viennent suppléer à ces témoins de la ruralité qu'on avait dans nos propres familles. Alors, Timothée, vous qui êtes un homme de parole, hein, l'un avocat est un homme de parole, est-ce que vous avez l'impression, le sentiment que cet antagonisme, en tout cas ces incompréhensions, ville-campagne, urbain-non-urbain, agriculteur-non-agriculteur, est aussi une question de langage, justement. Je vous rappelle, enfin, je vous informe le thème du livre de Frédéric, hein, parlons-nous tous le même langage. Vous qui côtoyez, enfin, qui opposez, qui recueillez les avis des deux parties finalement, enfin en tout cas, est-ce que vous avez l'impression que quand on parle, les urbains, les non-urbains, les plaignants et ceux que vous défendez, quand ils parlent d'un mot, ils ne mettent pas le même sens derrière ce mot ou ces mots? Alors, j'ai envie de vous dire qu'il y a toujours eu des conflits dans nos territoires ruraux. Quand je prends les essais des années 1930-1940, il y a toujours eu des litiges liés à des remembrements, des parcelles, des nuisances. Ça a toujours existé. Ce qui est différent depuis une petite dizaine d'années, c'est le profil de l'opposition qui se manifeste dans les territoires ruraux. Ce n'est plus la petite voisine qui embête parce que vous avez la grand-mère qui s'était engueulée avec l'arrière-grand-mère du voisin pour des histoires d'effluents ou parce que la parcelle ne lui a pas été rétrocédée dans une succession. C'est plus du tout ça aujourd'hui, les conflits. Les conflits sont aujourd'hui structurés de la part de collectifs qui sont financés, organisés, et qui finalement, de par cette déconnexion avec la terre, de par cette urbanisation galopante, ces confinements successifs, souhaitent imposer un modèle agricole qu'ils estiment comme étant le meilleur. C'est cette volonté donc d'imposer un modèle agricole, et ça touche toutes les filières agricoles. On parle de l'élevage, vous savez, comme étant le stéréotype parfait des litiges en milieu rural, mais vous savez, toute la question des molécules, de ces médicaments pour les plantes, les phytosanitaires, c'est aussi un vrai sujet pour nos céréaliers, qui sont aujourd'hui menacés par certains qui souhaitent leur enlever telle ou telle molécule qui est pourtant nécessaire pour protéger leurs plantes. Au même titre que nos homologues européens utilisent ces molécules pour protéger leur propre culture. Et on a les mêmes problèmes quand vous allez... j'allais dire dans les estives, dans les montagnes, avec la question de la prédation du loup, avec la question de la pisciculture. Donc l'hostilité aujourd'hui, elle est plurielle, mais elle se manifeste par un profil d'opposant qui n'est plus le même, en tout cas qui n'est pas celui que vous aviez il y a 20-30 ans. On parle beaucoup de langage et de mots. Alors, quels sont les mots de ces nouveaux opposants? Quels sont leurs moyens, leurs outils et leurs mots, ou leurs valeurs? Est-ce que des mots comme bien commun ou tranquillité voilà, est-ce qu'il y a un langage de ces nouvelles oppositions, Timothée? Alors, certains diront que je parle à charge, et vous avez compris que je suis avocat. Je défends la profession agricole. Et donc, je ne mâche pas mes mots, si vous voulez. Donc, pardonnez-moi peut-être mon manque j'allais dire, peut-être de mesure. Moi, je considère qu'on a aujourd'hui une forme d'opposition dans nos campagnes qui se traduit par la volonté de certains d'aseptiser la campagne. C'est-à-dire d'en faire une espèce de Disneyland écolo, parce qu'ils considèrent que la campagne est un lieu de villégiature. Il faut rappeler que la campagne est avant tout un espace de travail. La campagne est un endroit où vous avez des activités économiques. Il n'y a pas que l'activité agricole. Hein. Je peux vous dire, je pourrais vous parler des petites scieries. Je pense à France-Bois-Forêt qui n'est pas très loin. Il se trouve que je crois que c'était il y a 1 an, j'ai été appelé par cette petite scierie d'ailleurs en Corrèze qui a fait la une de l'actualité. Une petite scierie, vous savez, juste après le confinement, parce qu'elle avait dû stopper son activité, hein, comme toutes nos activités économiques. Lorsqu'il a fallu redémarrer l'activité de cette petite scierie, tout le voisinage s'y est opposé. Alors que cette petite scierie est là et elle fonctionne depuis 300-400 ans. Donc c'est pour vous dire que cette question de l'activité économique dans nos territoires ruraux, c'est un sujet qui dépasse l'activité agricole. Et je crois qu'on a développé, véhiculé une image de la campagne avec un certain nombre d'agences de communication, marketing, d'immobilier, où vous voyez ces petites maisons de hobbits, où on souhaite aujourd'hui transformer ces corps de ferme, où vous avez à la place de la stabulation un îlot central, où quand vous allez dans la grange,
vous avez des mezzanines pour inviter les amis ou en faire des espaces de réception de mariage, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais si vous voulez, moi, ce qui me désole, c'est que dans ma propre ferme familiale en Dordogne, la principale, aujourd'hui, vous avez un silence qui règne dans la cour de ferme. Quand je suis né, donc il y a maintenant 35 ans, il y avait vos vaches cochons. Il y avait une activité, il y avait un dynamisme. Aujourd'hui, il y a un silence. Quand je vais dans la stabule, vous avez des cartons, vous avez des bouts de ficelle. Quand je vais dans la porcherie, vous avez un amas de tôles de voitures. C'est ce qui guette nos fermes de France et de Navarre. Un silence assourdissant qui menace nos campagnes. Et donc, la question qui se pose, c'est soyons capables de maintenir, d'accepter la présence d'une activité agricole et d'accepter qu'on ne peut pas vivre dans la ferme de nos parents avec les infrastructures de nos grands-parents. L'agriculture évolue, l'agriculture innove, l'agriculture, pour innover, elle se doit d'être compétitive. Je voulais juste compléter ce que dit Timothée, avant que tu arrives. Une campagne sans animaux, c'est une campagne qui est morte. Et l'élevage, quel qu'il soit, que ce soit de la volaille, des cochons, des vaches et tout, est indispensable pour redonner vie à ces territoires ruraux. Et il faut aussi les mettre, malheureusement, dans le Tour de France. Quand on voit le Tour de France, il y a des très belles chorégraphies faites par les agriculteurs, mais on voit des campagnes vides, sans plus aucun animal, et sans retomber dans la ferme de 10 hectares. On sait très bien que maintenant, on ne peut plus vivre avec 10 hectares. C'est important aussi qu'on redonne vie à ces campagnes et qu'on redonne vie à l'élevage, et l'élevage de plein air, bien sûr, pas quand les sols sont humides, mais il faut absolument qu'on travaille là-dessus. Il y avait eu un plan élevage qui avait été fait du temps de Bruno Le Maire en 2011, mais on n'a rien. On n'a rien. Ce qui nous manque vraiment, et moi je suis très déçu en sortant de salon, on est déjà le jeudi, c'est qu'on n'a aucune perspective, on n'a aucun cap. Il y a beaucoup de com, il y a beaucoup d'échanges, ça c'est très important. Mais ce dont souffre l'agriculture française, c'est d'un cap et d'une orientation claire. Bien sûr, il y a besoin de financement, mais il y a surtout besoin d'une direction. On ne va pas donner un sens trop politique à la table ronde. Mais c'est important, au débat. C'est important parce qu'on a vu 90 politiques défiler dans le salon et ils se servent du salon pour faire leur image. Alors c'est aussi la parole est libre d'avoir la parole. Là où je rejoins complètement Eric, et il n'est pas politique ou partisan en disant ça, quand je rappelais les ingrédients d'un crédit ou d'une confiance vis-à-vis d'une parole publique, la question du cap. Où va-t-on? Je revenais sur ce mot transition sur lequel vous m'aviez interrogé. Et par rapport à ce que vous disiez, c'était très intéressant. Je ne vais pas parler en fait d'animaux, mais il y a une entrée dans le livre sur qualité de vie. On s'attend à ce que les ruraux disent, bah oui, la qualité de vie, le calme, la nature, les paysages, bien sûr qu'ils le disent. Mais ils disent également l'accès à la fibre, Internet. La qualité de vie, c'est aussi un mode de vie qui, là aussi, s'apparente à l'accès à des services, et là aussi, comme des urbains. Moi, je trouve que la presse est une alliée formidable pour les causes perdues. Timothée, à plusieurs reprises, dit ouais, mes combats, je les ai quand même en partie gagnés. En tout cas, ils ont été aidés dans leur réussite par les relais médiatiques dans la presse. Mais il y a de l'adversité quand même dans la presse. Non, mais ce qui est certain, je reconnais que dans le cadre des dossiers sur lesquels j'ai travaillé, qu'il s'agisse des grandes cultures, de l'élevage, de la question de la prédation, on ne peut gagner les dossiers que si on combine une stratégie juridique à une stratégie de communication. Il y a gagner la bataille devant les prétoires, c'est une chose, mais il y a aussi gagner la bataille de l'opinion publique. Et vous savez, ce que je fais, je ne suis pas le seul à le faire, les associations environnementales le font depuis 20 ans, en combinant une stratégie de lobbying, de communication et de droit, en mettant des journalistes sur une chaîne qui vont ensuite en faire un sujet de société, et puis ensuite ça va se traduire par des actions judiciaires. Et donc si vous voulez, moi je considère que les médias sont naturellement un relais efficace en amont d'une procédure, en amont d'une plaidoirie ou après une plaidoirie, parce qu'elles permettent de faire passer le message qu'il y a aujourd'hui en France une hostilité. Et je crois que quand je vois ce qui s'est passé depuis janvier dernier avec la crise agricole, ce qui s'est passé sur les ronds-points, la façon dont l'opinion publique a affiché son adhésion à l'agriculture française, eh ben j'ai envie de vous dire, heureusement qu'on médiatise les difficultés de nos agriculteurs, heureusement qu'on médiatise les procédures ubuesques, parce que c'est ainsi qu'on fait avancer le droit, c'est ainsi qu'ensuite on fait passer des lois, et c'est ainsi d'ailleurs que vous avez une loi du 15 avril 2024 qui a été votée, je vous rappelle, notamment sur cette question de la protection des activités agricoles, une loi qui a été votée en réaction à un certain nombre d'affaires que j'avais en effet volontairement médiatisées et qui s'était traduite par la venue d'ailleurs du
du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, il y a maintenant 2 ans, au stand d'ailleurs de la FNSEA, et qui avait pris acte de la nécessité de légiférer pour mettre un terme à ces affaires qui secouent la presse régionale. Juste un commentaire, alors là pour le coup un peu partisan, c'est une thématique qu'ici à la coopération agricole nous soutenons à 1000%, et la plupart des parlementaires et les politiques qui passent sur ce stand pendant toute la semaine reçoivent ce message précisément de continuer à réarmer la France agricole et agroalimentaire bien sûr. Si je peux me permettre, c'est vrai qu'il y a la guerre de l'image, la guerre des mots, hein, Timothée, mais c'est vrai qu'avec cette crise de 2024, on a l'impression que les Français ont compris les mots MAUX des agriculteurs. Ils ont compris que c'était des chefs d'entreprise agricoles qui pouvaient craquer aussi, qui pouvaient être surveillés au quotidien. Enfin voilà, il y avait toute cette lourdeur à vivre au quotidien, en plus de tout le vivant à gérer. Et il y a eu cette prise de conscience, Timothée? Je pense que les Français ont réalisé plusieurs choses en 2024. Petit 1, ils ont réalisé que les agriculteurs, derrière, ce sont des familles. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants. Derrière un projet de ferme, derrière un projet d'expansion, c'est tout un écosystème qui fait un pari sur l'avenir, qui s'engage sur un modèle avec un financement. Petit 2, les Français ont réalisé ce qu'on appelle en France des distorsions de concurrence. C'est un terme qui a meublé toute la presse tout au long de l'année 2024. C'est comment peut-on affaiblir la France avec des normes qui ne sont pas en vigueur chez nos voisins européens et concurrents. Et petit 3, je crois que les Français ont réalisé que finalement la souveraineté alimentaire, dans le contexte de la guerre ukrainienne, on n'en a pas encore parlé, de la géopolitique, est ô combien nécessaire. Et c'est pour ça dire que la loi d'orientation agricole, à mon avis, fait ce qu'on appelle un rééquilibrage en mettant l'agriculture comme activité d'intérêt général majeur, en simplifiant les procédures, l'idée étant de réarmer la ferme France pour que demain, on n'ait pas ce qui s'est passé dans le Doubs. Je terminerai par ce cas très précis. Il n'y a pas plus tard qu'il y a un mois, on apprend qu'un petit élevage de porcs label rouge sur paille a été abandonné dans le Doubs du fait de l'hostilité d'un voisinage hostile, les élus ayant ensuite renoncé à pousser ce projet. Et finalement, c'est ce genre d'histoire qu'il faut éviter à tout prix pour qu'on ait demain un élevage compétitif qui n'a rien à voir avec, vous savez, les élevages industriels que vous avez en Arabie Saoudite de 150 000 ou de 300 000 bovins ou poulets. Hein. On est très loin, ou même en Ukraine. On a un modèle agricole français qui est, si vous voulez, d'excellence. Et quand j'entends de plateaux de 1000 vaches, mais allez voir ce qui se passe en Argentine. Les 300 000 bovins que vous allez voir sur un certain nombre d'hectares qui se juxtaposent. Donc soyons capables aussi d'encourager et de positiver sur ces modèles agricoles français qui n'ont rien à voir et qui doivent faire, à mon avis, la fierté des Français et des Françaises. Merci beaucoup. On va conclure. Merci Denis de me permettre de faire cette conclusion. Alors je ne sais pas si il faut mettre l'agriculture au-dessus de tout le reste, hein, comme l'avait dit un Premier ministre il y a un an. Enfin, essayons de mettre la cohabitation positive au-dessus des clivages ruraux-urbains et d'avancer tous ensemble. Nous avons essayé de mettre à l'honneur vos ouvrages cet après-midi. Merci beaucoup. Merci à tous les 4 d'être venus. Alors il y aura un replay puisque cette discussion a été captée et surtout vous avez la chance de pouvoir acheter et faire dédicacer les ouvrages de nos auteurs. Donc au nom de Denis, de la coopération agricole et du CIRPA, nous vous remercions tous les 4 pour cet échange. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.